Radio Gabon, il est 13 heures. Le journal. Madame, Messieurs, bonjour. À mes côtés, Elda Nelly Kumba Elda Nekwa, bonjour. Bonjour, Vibrian. Les titres de ce 13h, 21e édition de la Journée mondiale du sommeil. L'événement est célébré ce vendredi à travers la planète sous le thème Bien dormir pour mieux faire face. Les personnes en quête d'un accompagnement matériel et financier peuvent solliciter l'incubateur multisectoriel de Libreville, la start-up qui est là pour les porteurs de projets. C'est le focus de ce journal. Et puis, hors de nos frontières, comment freiner l'épidémie de Covid-19 et les variants sans enfermer les Français ? 16 départements sont visés par des mesures de reconfinement à partir de ce vendredi au soir à minuit pour au moins 4 semaines, a annoncé le Premier ministre français Jean Castex. Voilà pour le sommaire de votre édition d'information le développement, c'est juste après ceci. Le saviez-vous ? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils ? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Madame, Messieurs, bienvenue encore et bon confort d'écoute sur Radio Gabon, un journal réalisé par Flavienne Biken. Le 12 mars dernier, le Gabon recevait les premières doses du vaccin Sinopharm pour contribuer à la lutte contre le coronavirus. En attendant le lancement de la vaccination, allons découvrir les conditions de conservation de ce vaccin à l'Office pharmaceutique national. C'est avec Ahmed Ryan Djengui. Conservé dans des conditions optimales dans le strict respect de la température recommandée, le vaccin Sinopharm présent au Gabon depuis le 12 mars dernier est gardé au frais à l'Office pharmaceutique national. Docteur Sylvine Tam, pharmacienne, elle est la responsable de la gestion des stocks au sein de cette entité. Lorsque le stock est arrivé, nous avons aussitôt réceptionné. En réceptionnant, nous avons vérifié la température d'arrivée avec ce moniteur. Parce que lorsque les vaccins arrivent dans chaque glacière, il y a un moniteur de température qui indique la température à l'arrivée. Une fois nous l'avons fait, nous avons acheminé les vaccins dans notre chambre froide. Et ces chambres froides, elles sont calibrées de plus 2 à plus 8 pour permettre la conservation de ces produits. Contrairement aux vaccins de Pfizer et de Moderna, dont les doses doivent être stockées à des températures très basses, le vaccin de Sinopharm est plus facile à manipuler car ces doses peuvent être conservées à des températures normales de réfrigérateur. Outre sa méthode de fabrication dite classique, ce vaccin inactivé présente d'autres grands avantages, à savoir le stockage et le transport qui peuvent se faire dans un environnement où la température est comprise entre 2 et 8 degrés Celsius, notamment sans exigence particulière. Nous sommes dotés des réfrigérateurs. Ces réfrigérateurs sont spécifiques à la conservation des vaccins. Pourquoi ils sont spécifiques? Parce que quand on regarde la température, elle aussi entre plus 5 degrés et plus 43 degrés. En dehors de cela, nous avons des bacs et des accumulateurs qui permettent de maintenir la température. Il est à noter que l'Office pharmaceutique national a pour mission essentielle d'approvisionner les structures de santé publique en médicaments et d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des politiques publiques de santé en matière de médicaments. Tout autre chose à présent, poursuite à Libreville des travaux de la première session ordinaire du CND de l'année 2021 après avoir passé au peigne fin
les différentes thématiques retenues par la circonstance. Justement, après avoir épluché ces différentes thématiques retenues pour la circonstance, le président de cette institution est revenu sur les premières pandémies qui ont secoué le monde avant de parler de la maladie qui fait l'actualité. Maître Séraphin Dao au micro de Jeanne Samba. Cette tragédie pandémique qui nous brise le foie quotidien, qui nous excède, permettez-moi cependant un brin d'espoir au cours de cette période désespoir pathétique. Je voudrais simplement rappeler, sans prétention, que dans l'histoire macabre de l'humanité, le coronavirus n'est pas le premier tueur en série. Bien avant cette récente maladie foudroyante, d'autres épidémies aussi impitoyables ont décimé par endroits les populations en l'espace de quelques jours, quelques semaines, quelques mois. L'histoire nous rappelle, à l'occasion, cette chronologie sombre que je survole. La peste d'Athènes, 4 siècles avant Jésus-Christ, venue d'Éthiopie, a été la première pandémie connue de l'histoire. Elle avait tué le tiers de la population d'Athènes. La peste d'Antonine, deuxièmement, due à la variole en Mésopotamie, elle avait tué 10 millions d'habitants. La peste noire ou la grande peste, au XIVe siècle, venue de Chine, qui s'était propagée dans le monde, aurait tué 25 à 40 millions. La grippe espagnole, toujours venue de Chine, en 1918, qui a sévi sur tous les continents, a tué 50 millions de personnes à l'échelle mondiale, pour dire les historiens. Le choléra, venu de l'Inde, en 1926, a tué 100 000 personnes en quelques jours, et fait d'importants ravages sur les autres continents. La grippe asiatique, qui s'est muée en grippe de Hong Kong, partie toujours de Chine, en 1956, aura causé la disparition de millions de gens. Je pourrais poursuivre l'énumération de ces tueurs en série, avec le sida, dont on dit qu'il venait du Congo. En 1980, le sida, le VIH, faisait des millions de morts par an. Aujourd'hui, grâce au progrès, la science, il est relativement contenu. Ebola, venu du Congo, qui s'est répandu en Afrique de l'Ouest, après un détour au Gabon, rappelez-vous, dans le Bouévido, a fait des morts et il est aujourd'hui contenu en tout cas au Gabon. Le monde a célébré ce jeudi 18 mars la journée mondiale du recyclage. Quoiqu'aucune manifestation n'ait été célébrée sur le sol gabonais, la rédaction de Radio Gabon s'est toutefois intéressée à l'importance de cette journée. Voyons cela avec Pascaline Mézin. Tous déchets produits par un ménage ou assimilés sont appelés déchets ménagers. Ces déchets subissent le plus souvent un procédé de traitement de produits arrivés en fin de vie qui permet de réintroduire certains de leurs matériaux dans la production de nouveaux produits. Georges Gassita, inspecteur de l'environnement représentant du Haut-Commissariat à l'environnement. Le recyclage, c'est toute action qui vise à valoriser, à réutiliser, à réemployer tout résidu ou bien tout déchet qui repose sur de l'observation et sur quelques dispositions du Code de l'environnement qui, dans certains articles, incitent les personnes morales et physiques à mettre en œuvre des actions de réutilisation, de valorisation et de réemploi de leurs déchets. Toutefois, il est nécessaire de faire la différence dans les matériaux à recycler. Il y a plusieurs techniques de recyclage. Ça dépend de la matière que vous visez lors de votre activité. Par exemple, pour recycler du bois, vous allez dire, nous, dans le cadre de notre industrie, on va faire de la valorisation énergétique pour faire du séchage. Voilà, ça, c'est du recyclage énergétique. Vous pouvez aussi, dans le cadre, par exemple, des pneus, décider qu'on va produire de l'huile de pyrolyse. Et donc, vous allez chauffer les pneus ou bien les bouteilles plastiques à une certaine température pour avoir une huile. Et cette huile peut être utilisée comme carburant. Vous pouvez également, dans le cadre de l'art, utiliser des déchets pour créer des œuvres d'art. Le programme a été lancé tout récemment. Une usine de recyclage est présente dans la zone industrielle d'Nkok. Vous avez également des sociétés privées qui collectent des bouteilles et une fois que ces bouteilles sont collectées, les mettent dans un circuit pour qu'elles puissent être réutilisées, elles puissent être d'abord broyées, lavées, etc. et utilisées. Et ça, c'est au niveau plastique. Mais il y a également d'autres matières comme le fer. Comme vous savez, lorsque vous irez à la décharge, vous allez vous rendre compte qu'il y a des collecteurs de boîtes de lait qui recyclent cette matière-là pour la vendre à des recycleurs. Rappelons que le recyclage permet d'éviter le gaspillage de ressources naturelles et réduire la pollution. Et le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre également ce jour la 21e édition de la Journée mondiale du sommeil sous le thème « Bien dormir pour faire face ». L'événement s'intéresse aux problèmes de sommeil de la société par une meilleure prévention et gestion des troubles du sommeil. En prélude à cette journée, Freddy Bouvila s'est rapproché des Librevillois pour connaître leur comportement en matière de sommeil. Écoutons. Bien dormir est indispensable pour un être humain. Le sommeil améliore l'attention, le comportement, la mémoire, l'état général de la santé physique d'un individu. Il aide l'organisme à maintenir et à réguler plusieurs fonctions vitales. Les spécialistes recommandent à cet effet de dormir 8 heures par jour, chose que plusieurs personnes ont du mal à respecter pour diverses raisons.
Les insomnies parfois sont dues aux médicaments. Quand je prends un médicament, les effets secondaires donnent des insomnies. Et surtout quand j'ai trop pensé la journée, quand on a trop de problèmes, on a du mal à dormir. Il y a aussi quand on a trop mangé, on a du mal à digérer. Et du coup, on ne peut pas dormir. Quand on est femme au foyer, ce n'est pas facile. D'avoir 8 heures de sommeil par jour, vraiment, c'est impossible. Mon cas, c'est impossible. Je dois avouer que je ne dors pas beaucoup. Dû à mes activités professionnelles, en général, je préfère travailler la nuit. Donc, j'ai des nuits de 4 à 5 heures maximum. La fatigue, deux fois, le fait d'avoir veillé beaucoup, lors des décès, par exemple. Pour combler ces heures perdues de sommeil, certaines stratégies sont mises en place. Je récupère parfois les après-midi, quand les enfants sont un peu au repos, les week-ends. Là, je peux dormir, mais en semaine, c'est difficile. Je vais au travail le matin, quand je reviens, je me repose. J'essaie de profiter le week-end, petite grasse matinée jusqu'à 10h. Peu informées, beaucoup de personnes atteintes de troubles du sommeil les considèrent comme une fatalité, une situation à laquelle il faut s'habituer. Plus de la moitié de ces personnes concernées n'ont jamais parlé de ce problème à un professionnel du domaine et pourtant le premier interlocuteur pour le sommeil comme pour le reste de la santé. La suite de cette édition d'information, plusieurs villages et districts de la province de l'Ogooué-Maritime seront bientôt pourvus en eau potable. Les travaux de réhabilitation des forages dans le département de Benjé ont été lancés par le gouvernement avec l'appui financier de la Banque mondiale. Achille Mwanda-Moussoti pour le point. Les travaux de réhabilitation des équipements hydrauliques portent au district de Mpaga, où vivent un peu plus de 500 personnes, sur la construction et sécurisation du château d'eau, rééquipement du forage, extension du réseau avec la mise en place de plusieurs bornes fontaines. Action similaire au recoupement des villages Yombe 2, tandis qu'au village Akiri, l'entreprise adjudicataire devra non seulement souffler le forage existant et refaire le génie civil et la pompe à motricité humaine, mais aussi reconstruire la pompe, changer le mécanisme et étendre le réseau d'eau au village Akumikasa, car le château d'eau construit en 2016 est toujours non fonctionnel. À côté de cela, il y a l'extension du réseau et la recherche de solutions aux plaintes des populations des villages Enyonga et Ngeze sur la qualité de l'eau. Le chef de service hydraulique rural à la direction générale de l'eau, Wilfried Zogeobam. Quand on fait les forages ont une durée. Si ça fait 7, 8 ou 10 ans, il faut les souffler, nettoyer. C'est comme le corps humain. Si tu ne te laves pas, les pores se ferment. Vous voyez l'eau ici, peut-être que ça vient à 600 mètres ou 1 km. Donc ce qu'il va faire, il va souffler, nettoyer, il va sortir un tuyau plus haut, il va faire une tête de forage avec les équipements, il va construire un petit ouvrage. À l'intérieur, il va y avoir cette unité de traitement-là, où il y aura le sable et le charbon. Le charbon va résoudre le problème que vous avez là. Le sable va filtrer. Après la filtration du sable, le charbon va traiter après et on va mettre dans le réseau. Le passage dans la contrée, le député du siège ne manque pas de saluer les actions menées par le gouvernement et son partenaire la Banque mondiale. Charles Tando. Très sincèrement et du fond du cœur, les populations, par le biais de leurs députés, disent grand merci. Grand merci. Parce que l'eau est source de vie. En partance pour le Moyen-Ogooué, au district de Mpaga, Achille Mwanda-Moussoti pour Radio Gabon la référence. Et parlons pour la suite de cette édition d'information du fonctionnement de l'incubateur multisectoriel situé à Wenje dans le 4e arrondissement de Libreville. Celui d'encadrement des startups et des porteurs de projets est une structure qui accueille toute personne en quête d'un accompagnement matériel et financier. Reportage de Wanita Hatsam. Créé en 2018, l'incubateur multisectoriel de Libreville est un dispositif favorisant l'essor de l'entrepreneuriat au Gabon. Espace de coworking, lieu de réseautage sont entre autres les services offerts par la structure. Paul Solé, directeur général de l'incubateur multisectoriel de Libreville. Vous avez des postes fixes sur lesquels les porteurs de projets peuvent s'installer avec une connexion Internet, un espace cloisonné où il peut avoir son intimité et travailler son projet. Nous avons des espaces de coworking qui peuvent permettre à plusieurs porteurs de projets d'être installés côte à côte et nous avons des espaces privés qui peuvent permettre aux porteurs de projets de recevoir les relations extérieures. Des formations sont également données aux porteurs de projets pour un meilleur accompagnement. Le deuxième palier de fonctionnement que nous avons, c'est l'accompagnement entrepreneurial à proprement parler qui pourrait durer entre 6 et 12 mois. Pour se faire accompagner, les porteurs de start-up déboursent une somme de 250 000 francs CFA par mois durant le temps de l'accompagnement. Un modèle économique tout de même limité, explique le directeur général.
Il est difficile pour un porteur de projet de réunir 250 000 tous les mois pendant 6 à 12 mois et de constituer le capital qu'il faut pour monter son entreprise. Beaucoup de porteurs de projets n'ont pas cette capacité. C'est pour ça que nous les enregistrons dans notre base de données afin de pouvoir les présenter à des concours. L'incubateur multisectoriel de Libreville accueille toute personne ayant un projet d'entreprise, quelle que soit la tranche d'âge. Nous parlons également dans ce journal de formation, la formation de syndicats. Pour beaucoup, les représentants des travailleurs doivent être bien formés pour défendre les intérêts des travailleurs. C'est dans cette optique que l'observateur Louis-Jocelyn Goma propose une offre de service en assistance en relation du travail. Il est joint au téléphone par Nick Jocelyn Fouba. Je voudrais planter d'abord le décor en disant qu'en matière syndicale, il y a deux grands courants de pensée, notamment le courant de pensée révolutionnaire et le courant de pensée réformiste. Il faut déjà d'abord se distinguer à partir de ces deux éléments pour pouvoir engager le débat syndical. Bon, moi, je suis plutôt du courant réformiste. C'est un courant qui favorise la protection de l'outil de travail parce que c'est cet outil de travail qui permet à chacun des partenaires sociaux de tirer, afin de générer ses intérêts. Le salarié, notamment son salaire, et l'employeur, notamment, et le bénéfice de son activité. Et il faut aller dans notre principe que le patron étant le premier salarié de l'entreprise, donc il a intérêt, de la même manière que nous les salariés, nous défendons nos intérêts, à se mettre de notre côté. Et donc ce que nous avons transversalement en partage, c'est l'outil de travail. Je suis parti d'un constat, cette confusion qui règne déjà dans l'environnement syndical, en termes d'appartenance philosophique, c'est pas très clair, ça c'est de 1, de 2. Il y a une méconnaissance totale ou partielle de la part de certains leaders syndicaux des dispositions légales en matière de relations de travail. Alors donc c'est parti de ce constat que moi j'ai pris l'initiative avec le concours d'un certain nombre de camarades de lancer sur le marché national ces formations qui vont donner à ceux qui prétendent vouloir défendre les intérêts des travailleurs un ensemble d'outils qui leur permettront d'être à l'aise vis-à-vis de l'employeur, parce que cette méconnaissance des dispositions de la loi a souvent conduit à des postures bellicistes, notamment politiciennes, par manque d'arguments, parce que n'ayant aucune connaissance sur le plan des dispositions de la loi. Et donc, j'offre cette opportunité pour que les représentants des travailleurs, qui ont à la charge le destin commun des travailleurs, d'avoir une bonne maîtrise de ces outils-là, et afin d'être à l'aise dans les négociations à travers les dialogues sociaux, etc. Nous restons dans la formation avec la première édition du concours de lecture destiné aux élèves de 4e et 5e année dans les écoles de la commune de Mouila qui vient de se tenir. La compétition vise à promouvoir la langue française à l'occasion de la célébration de la semaine de la francophonie. Félicien Ndongo nous fait le point. Organisé par le conseil municipal de Mouila, en collaboration avec le centre de lecture et d'animation culturelle CRAC, le concours de lecture destiné aux élèves de classe de 4e et 5e année a concerné 17 écoles primaires de Mouila, toutes autres confondues. Cependant, une sélection a été faite en amont dans chaque établissement scolaire pour ne retenir que 2 candidats, un en 4e année et autant en 5e année, avant de concourir devant un jury composé d'inspecteurs et conseillers pédagogiques. À l'issue de l'évaluation qui a tenu compte d'un certain nombre de critères avec une grille de correction, les 3 premiers de chaque niveau ont été déclarés admis après homologation. Ainsi, pour la 4e année, c'est le candidat de l'école publique C, suivi dans l'ordre de E et de Saint-François de Sales. Tandis qu'en 5e année, ce sont les écoles Saint-Kizito, Notre-Dame et Public Mouila E qui se sont distinguées. Je suis content d'avoir le prix de premier. Vraiment, c'est bien. Je suis vraiment content d'être premier. Mais j'espère aussi que l'année 2022, je participerai au concours de lecture. C'est vraiment ma passion. Des cartables garnis accompagnés d'une contribution financière de 150, 100 et 50 000 a été remis à ces jeunes cracks. Non sans oublier que tous les candidats ont reçu une attestation de participation. Il faut dire qu'au cours de la remise des prix, en présence des autorités locales, le maire du 2e arrondissement de la commune de Mouila, Jean-Baptiste Manfombi, a défini l'objectif poursuivi par cette initiative. Mouila, Félicien Ndongo, Radio Gabon, la référence. Et comment encourager et redynamiser le travail des journalistes dans les rédactions en cette période de confinement et de Covid-19. La direction générale de Radio Gabon qui vient de tenir une rencontre avec les producteurs dans ce sens.
L'objectif était de réajuster la grille des programmes afin d'accentuer la sensibilisation contre la pandémie du coronavirus. Écoutons le directeur général de Radio Gabon, Bertrand Ebiagé Angoué, au micro de Pierre-Désiré Vélé. La barre de 100 morts a été dépassée, ce qui nous interpelle un tout petit peu, nous, la radio nationale, qui sensibilise l'opinion nationale également. C'est ainsi que j'ai tenu cette réunion pour réajuster les programmes, pour intensifier la sensibilisation au niveau de la radio nationale et surtout de ses démembrements qui sont à l'intérieur du pays. Alors, techniquement, ça va se passer comment au niveau de la radio? Qu'est-ce qui va être fait? Comment vous avez réaménagé effectivement vos programmes? Il y a les émissions existantes déjà qui peuvent avoir des ramifications avec cette sensibilisation. Les émissions existantes, pas toutes, parce qu'on ne va pas faire une radio uniquement de la Covid, mais l'essentiel, les émissions vont tourner autour de la sensibilisation sur la Covid. Il y a également 3 nouvelles productions qui vont voir le jour. Il y a l'instant Covid-19, qui sera un débat avec toutes les composantes de la société gabonaise. Il y a également des spots de sensibilisation en langue vernaculaire. Nous avons retenu 18 langues qui partiront de l'Aoussa, parce que c'est une langue gabonaise, celle des Pygmées. La réunion a permis donc de faire l'inventaire et de regarder un tout petit peu quel créneau horaire pouvoir installer ces émissions. Nous avons retenu déjà celle du matin avec la matinale, parce qu'à chaque heure, nous avons des virgules, nous avons des spots que nous diffusons. Donc principalement la tranche de 14h à 16h sera réservée à ces débats. Il y a également la tranche de la soirée où nous allons mettre en veilleuse le monde de la nuit pour pouvoir procéder à la rediffusion de ce que nous aurons à diffuser dans la journée. Lise Bonangoro, vous êtes là pour l'actualité internationale. Bonjour. Bonjour Elda Nelly Kumba. Nous allons d'abord au Mali où un essayiste et journaliste, Adam Thiam, est mort du Covid-19. La presse est en deuil après la mort d'Adam Thiam, collaborateur de plusieurs médias. Il avait récemment accédé au poste de directeur de la communication de la présidence de la République. Il fut directeur de publication du journal Tariq Egdo, chroniqueur dans le journal républicain. Il écrivait sur plusieurs sites d'information et intervenait sur une télévision privée africable. Et puis à Madagascar, en pleine seconde vague du Covid-19, le gouvernement est en attente des vaccins. Depuis une quinzaine de jours, 1 an après l'arrivée du coronavirus à Madagascar, le pays connaît la seconde vague de l'épidémie. Mais le gouvernement ne se positionne pas sur le vaccin et l'opération COVAX, préférant tabler sur le Covid organique, le remède à base d'artéminasia lancé par Andri Rajovali il y a 1 an. Et comment freiner l'épidémie de Covid-19 et les variants sans enfermer les Français? 16 départements sont visés par les mesures de reconfinement à partir de ce vendredi 19 mars à minuit pour au moins 4 semaines, a annoncé le Premier ministre Jean Castex. Le point avec vous, Vibrien Sekoloma. Frédéric Nancy Pagna est là pour la page de sport. Bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour. Quand le redémarrage du National Foot, 1 an après l'arrêt du championnat, les acteurs du football se concertent pour trouver des solutions. Oui, pour communiquer sur la reprise du National Foot, la grande famille du football gabonais était devant la presse au siège de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon. Durant cette conférence de presse, des pistes de solutions ont été proposées pour le redémarrage des championnats élites suivant le compte-rendu de Chivarol Mekwinkoulou. 1 an après l'arrêt du championnat national de première et deuxième division, dû à la pandémie de la Covid-19, les choses ne semblent pas vouloir avancer pour une reprise. C'est dans cette optique que les parties prenantes, à savoir la Ligue nationale de football professionnel, l'Association des clubs professionnels de football, l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon et l'Association nationale des arbitres de football du Gabon, se sont voulu une force de proposition.
Brice Mbinka Djabou, président de la LINAFP. À l'endroit de la Fédération gabonaise de football, les parties prenantes lui demandent de ne ménager qu'un effort pour sortir les championnats d'élite d'un arrêt dommageable qui s'éternise quand à côté de nous, des solutions ont déjà été trouvées. Toutes ces préoccupations nous conduisent à solliciter une rencontre entre la FEGAFOOT et les parties prenantes afin de lui soumettre un ensemble de propositions axées sur l'accompagnement multiforme et en urgence des acteurs majeurs du football qui vivent à l'heure actuelle dans la précarité. Le projet d'organisation de la réforme de l'écosystème de notre football. Et enfin, le chronogramme du démarrage du National Foot 1 et 2. Ce document a été remis au président de la Fédération gabonaise de football qui s'est engagé à l'étudier après les 2 matchs des Panthères du Gabon. Pierre-Alain Mungengi, président de la FEGAFOOT. La LINAF est venue nous déposer un document après une séance de travail qu'elle a eue avec l'association des footballeurs et certainement l'association de clubs avec 3 points importants à examiner. Nous sommes en train de préparer 2 matchs importants de l'équipe nationale. Nous avons reçu ce document de la LINAF. Nous allons l'examiner et après les 2 matchs, nous allons nous retrouver la LINAF, la Fédération gabonaise de football et l'association pour examiner les points inscrits dans ce document. Gageons que ces actions menées par ces différents acteurs puissent porter des fruits pour le développement du football gabonais. Et toujours en football, sur les traces des internationaux gabonais de l'Europe, on parle de Ligue 1, un mois avant de la Ligue Europa. Oui, la Ligue Europa, manche retour, 8e de finale, Aubameyang en quart de finale de la Ligue Europa. Le club du Gabonais battu 1-0 par l'Olympiakos à l'Emirates Stadium s'est tout de même qualifié pour les quarts de finale grâce à sa victoire à l'aller à l'extérieur. 3-1 face au club grec. Et puis en 30e journée Ligue 1, ce soir, Saint-Etienne de Denis Bouanga reçoit Monaco avec 33 points. Et en 29 matchs disputés, les Verts pointent à la 16e place de la Ligue 1. Monaco, son adversaire de jour, est lui 4e au classement. Pour se mettre à l'abri rapidement et rester en Ligue 1 à 8 journées de la fin, la Saint-Etienne a à cœur d'enchaîner une 2e victoire. Retour au Gabon, on termine avec les arts martiaux, 2 élections fédérales au programme ce week-end. Oui, le scrutin pour la présidence de la Fédération gabonaise de karaté, do et arts martiaux affinitaires, c'est demain à 10h à l'Institut de la jeunesse et des sports. Candidat malheureux lors de la dernière élection générale élective pour sa 2e tentative, Jean-René Akogé est confiant. Il affronte le président sortant Gilles Bertrand Gondja dont l'objectif est de poursuivre les réformes pour le développement du karaté gabonais. Et puis, l'élection pour désigner le nouveau président de la Fédération gabonaise de taekwondo, c'est dimanche au stade Ngondié. Mais avant, la veille de ce scrutin très attendu, se tient l'Assemblée générale d'adoption des nouveaux thèses. 3 candidats sont en lice. Il s'agit de Maître Denis Mbumba Nzengi et Lafleur Andam Obam, tous 2 anciens présidents de la Ligue de l'Estuaire, et de Maître David Bembo Mwanza, arbitre international. Frédéric Nancy Pagna, c'était la page des sports. C'est également la fin de cette édition d'information, mais avant le rappel des titres. 21e édition de la Journée mondiale du sommeil. L'événement est célébré ce vendredi 19 mars à travers la planète sous le thème « Bien dormir pour mieux faire face ». Les personnes en quête d'un accompagnement matériel et financier peuvent solliciter l'incubateur multisectoriel de Libreville, la start-up qui est là pour les porteurs de projets. C'était le focus de ce journal. Comment freiner l'épidémie de Covid-19 et les variants sans enfermer les Français? 16 départements sont visés par les mesures de reconfinement à partir de ce vendredi 19 au soir à minuit pour au moins 4 semaines, a annoncé le Premier ministre Jean Castex. Notre reporter à la rédaction de Radio Gabon vous fera le point de cette situation de la pandémie de Covid-19 en France lors de notre 19h30. À la